Mathieu, un peu l'histoire Ouais, peu bah, je veux l'histoire de bien. l'apiculture en résumé? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. On hérite, je crois, on hérite d'une histoire qui est assez longue en fait, parce que Vincent parlait quand on commence à toucher à la génétique, ça c'est vrai que c'est un moment important, mais on hérite aussi, pourquoi on en arrive à toucher à la génétique de l'abeille, c'est aussi un rapport qui se crée. Il y a des endroits dans le monde où ils sont sur une autre histoire, sur une autre culture, où ils n'auraient pas l'idée de toucher à la génétique de l'abeille, d'accord, et de n'importe quel autre animal d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est culturel et historique. Et ça vient de très loin. Alors je vais pas refaire une heure de conférence, mais juste rapidement, je pense qu'il y a deux moments clés quand même. C'est à l'Antiquité, quand les monothéismes commencent à arriver. En fait, il y a un rapport à la nature qui change complètement, où la nature devient quelque chose qui est dédié, qui est créé pour l'homme presque. Donc en fait, on commence à changer de rapport comme ça avec il n'y a plus de rapport horizontal avec ce qui nous entoure et on a un rapport vertical où l'être humain se place au-dessus. Et donc l'abeille devient pas encore seulement un outil, mais devient quand même plutôt euh, est considéré comme quelque chose qui doit produire pour l'homme. Donc ça change complètement le rapport qu'on a avec l'abeille. Et l'apiculture va se développer et exister au Moyen Âge, mais elle existait déjà avant. Et puis, il y a une période aussi importante, c'est toute la période de Renaissance, en fait, après le Moyen Âge, où là, carrément, les matérialistes, avec Descartes en tête, commencent à nous mettre sur la table, enfin, à insérer dans notre culture que tout ce qui est autour de nous est utilitaire, doit être utilisé, est quelque chose de matériellement utilisable, et que l'homme, en tant que chef d'orchestre du monde, doit utiliser ça, voilà, à bon escient, l'améliorer, etc. Et donc là, on passe, et dans l'agriculture en général, et dans énormément d'autres domaines, mais l'apiculture n'y échappera pas, on commence à considérer les animaux comme des outils, comme quelque chose qui peut produire, et point. Et il n'y a pas d'autre, et il y a assez peu d'autres rapports à cette époque-là qui sont mis en avant dans notre culture, quoi. Et donc nous, on hérite de ça, et assez naturellement, en fait, si on peut faire produire à l'abeille plus de miel, pourquoi ne pas le faire? Et on arrive dans les années, voilà, après, il y a les moyens techniques aussi qui vont intervenir là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant la Renaissance, on n'avait pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Quand la mécanisation arrive, tout de suite, on transhume. Dans les années 20, on a déjà des transhumances motorisées. Alors, il y avait des transhumances avant, mais c'était avec des moyens techniques bien moins évidents et donc bien à plus petite échelle. Et puis voilà, à chaque fois, quand il y a des connaissances qui commencent à arriver, la ruche à cadre qui arrive, c'est pareil, c'est un moyen technique qui va nous permettre d'intervenir beaucoup dans la ruche. Et puis l'élevage de rennes, très rapidement, dès les années 20, on a des témoignages d'élevage de rennes, donc ça va très très vite. Alors même si ça s'est développé effectivement, comme Vincent le soulignait plus ou moins tout à l'heure, quand Varroa est arrivé, il y a eu quand même une explosion de ces pratiques-là, parce qu'il a fallu remonter les cheptels d'une manière ou d'une autre. Et donc ça a été une manière, en intensifiant les pratiques, on a réussi à produire plus d'essaims, plus de rennes. Et ça nous a permis de relever un peu le cap du Varroa. On pourrait parler aussi des pesticides dans certaines régions, et maintenant un peu partout en France, à l'époque des années 90, qui ont fait beaucoup de mal aussi, et qui ont aussi participé à ce que tout ça s'intensifie, parce que on avait à peine des solutions pour le varroa que les néonicotinoïdes, à peine 10 ans après, arrivaient. Donc on a comme ça, coup sur coup, deux événements quand même très importants qui mettent fin un peu à un âge d'or de l'apiculture, où on avait développé de la technique et on faisait du miel assez facilement, entre guillemets, même si on le vendait pas cher. Mais, euh, mais voilà, donc je pense qu'on hérite de tout ça. Aujourd'hui, l'apiculture, comme de nombreux autres domaines, et l'agriculture en général, se questionne sur son impact sur le monde vivant. Donc nous, c'est l'abeille, mais on pourrait évoquer aussi tous les liens qu'il y a entre agriculture et apiculture. Et voilà. Mais je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on hérite de ça, que si aujourd'hui l'apiculture elle est intensive à ce point-là, c'est aussi une histoire, et c'est aussi lié à voilà, l'importation du varroa, donc un mode de vie où on va chercher partout dans le monde ce dont on a besoin. Et voilà, et là, si c'est bientôt Noël, peut-être on peut réfléchir
à où est-ce qu'on va chercher les choses qu'on va offrir à droite, à gauche, parce que peut-être qu'on ramène des choses. Et le varroa, c'est plus ou moins comme ça avec les importations qu'il y est arrivé. Il y a le frelon asiatique, enfin bref. Moi, j'aime bien ouvrir le débat sur nos modes de vie en général, parce qu'en fait, ce serait trop facile de dire aux agriculteurs ou aux apiculteurs, bah, vous changez de méthode, mais nous, on veut toujours profiter des mêmes choses, quoi. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce rappel historique.